Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour ce nouveau débat du Studio TV Acuité Silmo, nous allons nous concentrer sur l'aspect technique de votre métier. Nous allons parler réfraction. Comment la pratiquer? Dans quelles conditions? Pourquoi la pratiquer? Nos invités vont faire le point sur la mise en œuvre du décret d'avril 2007 qui vous autorise à adapter la prescription de l'ophtalmologiste pour renouveler les lunettes de vos clients. Tout ça au regard des récentes recommandations de la Haute Autorité de Santé. Ils seront 4 à débattre de ce sujet. Patrice Camacho, qui représente ici le SINOP, le syndicat des opticiens sous enseigne. Bonjour Patrice. Bonjour Anne-Sophie. Le docteur Paul-Marie Godot-Le Fur, qui représente le SNOF, le syndicat national des ophtalmologistes de France. Bonjour. Maher Kassab, PDG du cabinet Galileo Business Consulting. Maher, bonjour, vous êtes un habitué de nos plateaux. Bonjour. Et Nathalie Tellier, qui est chargée de mission à l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, et qui va nous parler de ce dossier du point de vue du consommateur. Alors en avril 2007, bonjour. En avril 2007, il y a eu une petite révolution dans notre secteur. Un décret a autorisé les opticiens à modifier les prescriptions de l'ophtalmologiste pour renouveler, sous certaines conditions, les verres correcteurs de leurs clients de plus de 16 ans. Patrice Camacho, est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur le contenu de cette réforme ? En fait, le contenu de cette réforme, c'est pouvoir adapter qu'un opticien puisse adapter pendant 3 ans une prescription médicale à partir du moment où il n'y a pas d'opposition du médecin, adapter et bénéficier d'un remboursement par la sécurité sociale et par éventuellement le régime complémentaire. Et le but de cette réforme, c'était le but était de lutter contre les pénuries ou les futures pénuries à prévoir en termes de cartographie médicale. Alors, docteur Godot-Le Fur, on est à 4 ans de la mise en œuvre de cette réforme. Est-ce que vous avez constaté que l'objectif est atteint? Est-ce que vous le sentez dans votre quotidien, que les délais d'attente sont réduits? Est-ce que ça a eu un impact? Je vais vous décevoir peut-être, mais malheureusement, sur les délais de rendez-vous, cela a eu peu d'impact. Sur notre quotidien, donc, peu d'influence. Parce que en plus du fait que nous avons une obligation de répondre à toutes les demandes des patients pour un motif qui n'est pas la réfraction, nous avons été surchargés au niveau des duplicata d'ordonnances réclamés par les patients. Oui, parce que les patients n'avaient pas gardé leur ordonnance pour faire leur équipement, d'accord. Et d'autre part, parce que je pense que c'est une mesure qui est incomplète pour pallier aux besoins des patients. Madame Tellier, donc vous représentez les clients ici, les consommateurs. Oui, est-ce que vous sentez que depuis 4 ans, les consommateurs râlent moins par rapport au délai d'attente chez les ophtalmologistes? Est-ce que vous pouvez le mesurer? Alors non, malheureusement, il n'y a pas d'enquête qui mesure ce genre de choses. Ce qu'on peut constater, c'est quand même que les délais d'attente pour avoir un rendez-vous chez les opticiens sont toujours aussi longs. À Paris, peut-être. Oui, sur les ophtalmologistes, pardon. À Paris, peut-être pas, mais en province et même en banlieue, il faut tabler quand même entre 2 et 6 mois. Oui, parce que vous me disiez avant l'émission que vous habitez dans le 95 oui. Et que vous avez attendu combien de temps pour avoir un rendez-vous? 6 mois. 6 mois. Donc c'est quand même des délais qui sont énormes. Donc je pense aussi que le décret n'est pas forcément connu du grand public et en tout cas malheureusement, mais le docteur le confirmait, en fait les délais d'attente sont encore très importants. Alors Maher Kassab, vous avez fait dans votre dernier baromètre de l'optique un sondage sur cette question. Vous avez interrogé 1500 porteurs de lunettes et vous avez mesuré ces délais d'attente. Est-ce que vous pouvez nous commenter vos résultats? Est-ce qu'en régie, on peut m'envoyer les premières slides? Voilà. Donc on voit ici que le délai d'attente moyen, c'est de 4,8 mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail? En fait, on a 51% des porteurs qui sont confrontés tout simplement à des délais d'attente supérieurs à 4 mois. On voit qu'il y a une très forte disparité. On va le voir un petit peu plus loin. La disparité est surtout... il y a des différences surtout entre différentes régions. Vous voyez par exemple ici en Île-de-France et dans le sud,
les délais d'attente sont beaucoup moins longs. Il y a beaucoup plus d'ophtalmologistes par habitant. Et dans les zones du Nord, c'est là où les délais d'attente sont très longs. On a un délai d'attente moyen qui dépasse les 7 mois. Merci. Ça se traduit aussi par une autre enquête qu'on réalise auprès, cette fois-ci, des ophtalmologistes, qu'on interroge. On a un panel de 450 ophtalmologistes et on voit également que le nombre de patients qui sont reçus en cabinet a tendance à croître, passant de 140 en moyenne par semaine à 143 sur les 2 dernières années. D'accord. Donc ce qui veut dire que la situation ne s'améliore pas du tout ? Alors, je ne sais pas si la situation ne s'améliore pas du tout. On pourrait peut-être penser qu'elle serait pire s'il n'y avait pas eu cette réforme. C'est vrai. Parce que la dynamique effectivement quantitative du nombre de personnes qui voient les ophtalmologistes avec le vieillissement démographique et les besoins en santé visuelle d'une part et le déclin en termes de nombre d'ophtalmologistes explique que la situation, à mon avis, serait bien pire sans cette réforme, sans ce décret. Alors dans cet observatoire Bien Vu Galiléo, vous avez également des chiffres concernant la notoriété de la réforme de 2007 chez les consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous les commenter ? Oui, alors toujours sur ces 1500 consommateurs, sur cette réforme. Alors, les derniers chiffres, donc c'est une enquête qui a été faite en juin 2011. Donc ce n'est que sur les porteurs de lunettes. Ce ne sont que sur des porteurs de lunettes de plus de 18 ans. Donc ce n'est pas une étude auprès des Français. On a interrogé exclusivement des porteurs de lunettes. On a 29% qui le savent et qui ont déjà fait contrôler leur vue chez leur opticien depuis 2007. Et on constate en fait un très fort développement sur les toutes dernières années. Parce que comme vous l'avez évoqué, les premiers porteurs en 2007-2008 n'avaient pas leur ordonnance. Oui, ils n'avaient pas gardé leur ordonnance. Effectivement, ils ne savaient pas que cette réforme allait arriver. Parce qu'effectivement, c'est bien beau, mais si je n'ai pas l'ordonnance à un moment donné, si je n'ai pas gardé l'ordonnance, je ne peux pas l'utiliser. On en a 39% qui le savent, mais qui n'ont pas fait contrôler leur vue chez l'opticien. Ce qui veut dire que le taux de passage à l'acte, il est inférieur à 50%. Quand on prend ceux qui connaissent sur ceux qui font, finalement, il n'y en a que 43% qui y vont, malgré un taux de notoriété du service, si on appelle ça, qu'on appelle un service, assez bon, qui est de 68%. Et enfin, un tiers des porteurs de lunettes qui n'ont pas du tout connaissance de cette réforme. Patrice Camacho, je crois que vous avez également des chiffres sur cette notoriété de la réforme de 2007 ? Oui, en fait, on a sorti un baromètre des Français, de la vue et des Français par l'IFOP pour Chris Group, qui donne des chiffres tout à fait similaires, puisqu'on a un Français sur 2 qui connaît la réforme et une trentaine de % qui a déjà été utilisateur de cette réforme. Alors, Monsieur Camacho, du côté des opticiens, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils se sont appropriés les possibilités ouvertes par ce décret ? Est-ce qu'ils ont été plus nombreux à pratiquer la réfraction à partir de 2007 ? Alors, le but, c'était pas que les opticiens soient plus nombreux à pratiquer la réfraction. C'était que la capacité des opticiens à faire la réfraction serve aux consommateurs qui, dans certaines zones, ce que montre l'étude de Galiléo, étaient en attente et parfois en attente très longue. Alors, la question, c'est est-ce qu'ils se le sont appropriés ? Oui, mais comme dans tout changement d'habitude, changement d'habitude, c'est-à-dire qu'on travaille dans ce cadre de cette réforme en coopération. Et ça nécessite avant tout de prendre contact avec ces ophtalmologistes pour savoir comment eux souhaitent fonctionner, notamment sur la partie restitution de l'information quand il y a adaptation. Donc c'est cette partie qui est vraiment en cours aujourd'hui et qui mérite d'être vraiment appuyée et renforcée pour que la coopération soit totale et que le décret puisse prendre son plein effet. Je vais recueillir l'avis du docteur Godolfur sur ce point de la communication entre l'opticien et l'ophtalmologiste quand il y a une adaptation de la prescription. Comment ça fonctionne au quotidien ? Alors effectivement, cette communication est très importante, pour ne pas dire indispensable. Voilà, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que le décret en fait oblige l'opticien à avertir l'ophtalmologiste s'il y a une modification de la correction dans le cas du renouvellement de lunettes. Exactement. Malheureusement, depuis ce décret, nous avons eu très peu de communication de la part des opticiens qui ont modifié les corrections. Et ça, c'est bien dommage parce que la majorité des ophtalmologistes étaient très contents de l'apparition de ce décret. Certains étaient méfiants, justement en pensant qu'il y aurait des problèmes de communication. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette collaboration qui se fasse, qui se crée. Et les recommandations sont venues appuyer cette communication indispensable.
Donc effectivement, en avril dernier, il y a eu les recommandations de bonne... Monsieur Camacho, vous vouliez réagir au propos du docteur Le Fur? Alors m'adresser aux ophtalmologistes s'ils nous écoutent. Moi j'ai des opticiens qui de bonne volonté effectivement ont été voir leur ophtalmologiste pour échanger avec eux sur la meilleure manière de remonter cette information. Alors messieurs, mesdames les docteurs, s'il vous plaît, quand un opticien vient vous voir en vous demandant comment faire, ouvrez-lui la porte et essayez de construire avec, ça facilitera notre démarche d'accompagnement sur la réforme. Ça, c'est évident et effectivement, il faut vraiment accepter toute forme d'appel de la part des opticiens qui nous sollicitent, que ce soit par téléphone, par mail, c'est évident. En fait, il n'y a pas de procédure de communication, ça peut être par téléphone, par email. Exactement. Voilà. Moi, j'ai énormément d'opticiens qui m'appellent et qui me disent, voilà, j'ai monsieur un tel, c'est un de vos patients, est-ce que vous êtes d'accord pour que j'adapte la correction? Et je veux dire, c'est tellement plus facile. Bien. Alors, par rapport, je vais en revenir un peu aux consommateurs avec Madame Tellier. Est-ce que les chiffres qu'ont donnés messieurs Kassab et messieurs Camacho, est-ce que vous sentez que au sein de votre association, les consommateurs sont au courant de cette possibilité de faire renouveler leurs lunettes chez l'opticien? Alors, non, malheureusement, j'ai l'impression que le message n'est pas encore passé et n'arrive pas encore aux consommateurs. C'est vrai que dans la plupart du temps, les gens ne connaissent pas ce décret et donc prennent un rendez-vous chez l'ophtalmo qui, en fait, devient inutile dans un certain nombre de cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait que le grand public ait une information et j'espère que ça sera possible dans les mois qui viennent avec une brochure d'information, par exemple, qui serait vraiment la bienvenue. Alors le problème, c'est que dans le décret, effectivement, l'opticien n'a pas le droit, normalement, de communiquer sur sa capacité à faire la réfraction. Alors comment ça peut s'organiser, tout ça? C'est un peu incompatible. Alors, Monsieur Camacho? Dans le groupe de travail de la HAS, on a travaillé sur un document, justement, qui précise les modalités de renouvellement, tous les chemins possibles. Document qui est distribuable partout, chez les opticiens, chez les ophtalmologistes et autres. C'est un document qui mérite qui est publié déjà sur le site de la HAS et qui mérite d'être distribué largement pour que tout consommateur connaisse cette possibilité et puisse prendre la décision d'en bénéficier. Oui, je voulais juste abonder dans le sens de Madame Tellier. Il est certain que les patients, les usagers ne sont pas au courant de ce décret et des recommandations. Ça, nous, au quotidien, on le vit également. Hein. Donc c'est aux associations de consommateurs de communiquer auprès de leurs membres et de le faire savoir, entre autres? Tous les moyens sont bons. Et effectivement, le document que nous avons, sur lequel nous avons travaillé à la HAS est très complet. Donc, on pourrait imaginer qu'il soit distribué aussi bien dans les magasins d'optique que dans les salles d'attente et que on les retrouve également dans des magazines de consommateurs. Bien, j'espère que le message va passer. Donc effectivement, vous avez commencé à parler des recommandations de bonnes pratiques que la Haute Autorité de Santé a publiées en avril dernier. Donc elles ont été demandées par le ministère de la Santé et elles s'adressent aux opticiens mais aussi aux ophtalmologistes. En fait, elles visent à mieux encadrer cette pratique du renouvellement de lunettes dans le cadre du décret de 2007. Monsieur Camacho, est-ce que vous pouvez nous en rappeler la teneur pour les opticiens ? Alors en fait, pour les opticiens, le cadre des recommandations vise à limiter ou à mettre une alerte à partir du moment où l'évolution de correction semble trop importante. Et l'évolution de correction qui a été retenue, c'est une dioptrie sur un an d'évolution. Ça a fait consensus, ça a fait l'objet de nombreuses réunions. Je pense que cette norme, entre guillemets, a fait consensus au sein de nous tous. Donc maintenant, il nous reste à ce que chaque opticien la connaisse et l'applique et réfère à son ophtalmologiste quand il y a une modification à apporter. Docteur, quelles sont ces recommandations pour les ophtalmologistes ? Pour les ophtalmologistes, il a été décidé d'établir un référentiel listant toutes les pathologies ou les circonstances cliniques où l'ophtalmologiste pouvait s'opposer au renouvellement avec adaptation. D'accord, vous pouvez nous citer quelques exemples ? Évidemment, il y a le diabète, le glaucome, les fortes myopies, les tumeurs oculaires, les traumatismes oculaires récents. Je veux dire, la liste est importante. Et
Et de toute façon, elle n'est pas limitative non plus, puisqu'après, il faut tenir compte du contexte, c'est-à-dire de la capacité du patient à se prendre en charge. D'accord, donc effectivement, on ne peut pas dire que ce sont des conditions où il peut s'opposer ou limiter le renouvellement. Voilà, il n'est pas forcé de le faire, c'est vraiment au cas par cas. Exactement, et dans tous les cas, ce référentiel correspond exactement à notre exercice quotidien, à notre façon de travailler. Et donc, ces recommandations de bonne pratique, quelle est leur portée? Est-ce qu'elles sont coercitives? Est-ce qu'elles sont obligatoires, Monsieur Camacho? Alors, il n'y a pas d'obligation, hein, c'est bien le titre, recommandation. En fait, c'est simplement une référence qui, en cas de litige ou en cas on va dire d'affaires ou d'affaires judiciaires, ferait référence et pourrait porter soit du côté de l'opticien, soit du côté de l'ophtalmologiste la responsabilité en cas de renouvellement. Donc il n'y a pas d'obligation, mais c'est fortement recommandé de les respecter. Voilà, donc en fait, s'il y a une procédure qui concerne un renouvellement de lunettes, le juge va utiliser ces recommandations pour savoir si l'opticien a fait ou n'a pas bien fait son travail, c'est ça? Absolument. D'accord. Alors, Madame Tellier, vous avez participé, vous, à l'élaboration de ces recommandations de bonne pratique. Est-ce que le résultat final correspond à ce que vous attendiez? Ah oui, tout à fait. Oui. Le résultat final va tout à fait dans le sens des consommateurs et des patients d'une façon générale. Et c'est d'ailleurs très dommage que la brochure ne soit pas plus distribuée et ne soit pas dans les cabinets d'ophtalmo ou chez les opticiens pour qu'il y ait cette information qui passe. Et je rebondis sur le fait de pouvoir la diffuser dans un magazine de consommateurs, puisque ce serait intéressant également de faire cette publicité par ce biais-là. Oui, parce qu'il faut savoir que lors de la recommandation, lors de l'élaboration de ces recommandations, là, vous avez travaillé un document grand public, c'est ça, qui explique toute donc la possibilité du renouvellement, ses conditions et le contexte dans lequel elle est pratiquée. Madame Le Fur? Le titre de ce document est Renouvellement des lunettes, mode d'emploi. Voilà, donc on espère qu'ils seront. Alors, les opticiens qui nous regardent peuvent le télécharger gratuitement sur le site de la Haute Autorité de Santé. Ils peuvent l'imprimer et le distribuer à leurs clients pour effectivement qu'ils connaissent mieux cette possibilité. Alors, on va parler des mentions non adaptables ou non renouvelables. Nous, on a beaucoup d'opticiens qui nous disent que les ophtalmologistes les mettent systématiquement, quel que soit le contexte, quel que soit le cas. Est-ce que vous avez eu des chiffres, est-ce que vous avez pu chiffrer la proportion de ces ordonnances où c'était mis systématiquement non renouvelable ou non adaptable? La proportion de cette mention sur les ordonnances, en fait, reste faible. Dans tous les cas, ces oppositions au renouvellement sont légales et elles sont justifiées. Il y a eu une tentative d'étude qu'avait demandé la HAS à la Caisse nationale d'assurance maladie, justement pour essayer d'avoir une petite idée de la portée du renouvellement. Et cette étude a été faite sur 750 opticiens. Seulement, il n'y a que 250 réponses qui ont été exploitables. Sur ces réponses, il y a eu 5% d'oppositions qui ont été identifiées. Il faut quand même savoir... Ce sont plutôt des cas isolés. Voilà. Il faut quand même savoir... C'est pas vraiment du systématique. Il faut savoir que nous avons vraiment une grosse responsabilité, un devoir de prise en charge du patient, qu'une modification de la vue peut être l'annonce d'une maladie grave. Donc, au moindre doute, l'ophtalmologiste ne veut pas donner un bon pour 3 ans à une ordonnance. Il préfère que le patient vienne le voir et que ça soit au médecin de dire c'est un simple trouble de la vue ou bien non, votre rétinopathie diabétique s'est aggravée, on change pas les lunettes, on revoit tout et on fait un bilan. Donc les recommandations effectivement recommandent à l'ophtalmologiste de décider au cas par cas s'il y a lieu de limiter le renouvellement avec une éventuelle adaptation. Et ces recommandations, elles dressent aussi une liste précise des situations face auxquelles l'opticien ne doit pas renouveler les lunettes. Donc j'en cite quelques-unes. Si l'acuité visuelle n'est pas connue de l'opticien, toute meilleure acuité visuelle corrigée inférieure à 10/10 de loin et ou plus faible que par INO de près.
ou si l'acuité visuelle est connue de l'opticien, toute baisse de la meilleure acuité visuelle corrigée par rapport à la précédente mesure, une modification de la réfraction supérieure à 1 dioptrie sur 1 an, etc. Donc vous pouvez effectivement avoir la liste complète de ces limitations dans notre news du 15 avril 2011 que vous pouvez retrouver facilement sur Acuité. Monsieur Camacho, au vu de cette liste, est-ce que vous avez le sentiment que les recommandations de bonne pratique ferment une partie des portes ouvertes par le décret de 2007 ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ces précautions, alors limite, on va dire à 80% des ordonnances renouvelables, la possibilité de renouvellement. Je pense que les patients qui sont en attente, dans les 80%, qu'on les traite bien et bien en coordination, et à ce moment-là, je pense qu'on aura fait avancer la filière et la santé visuelle. Et 20%, donc du coup il y a 20% des cas que reçoivent les opticiens qui ne sont pas ouverts au renouvellement de lunettes. Oui. C'est quand même beaucoup, non ? Oui, mais ce sont des cas à risque. Si au niveau de la HAS et au niveau du groupe de travail, on a souhaité mettre une alerte à ce niveau-là, c'est qu'on estime que l'ensemble des acteurs estiment qu'il y a un risque sur ces populations-là. Vous êtes d'accord, Madame Le Fur ? Là, en fait, ces recommandations formalisent de façon très intéressante et très importante les échanges que nous devons avoir avec nos amis les opticiens, et surtout, elles viennent baliser l'exercice quotidien de chacun. Donc, elles sont en parfaite adéquation pour un meilleur service rendu à nos patients. Est-ce qu'elles contiennent des précisions concernant le mode de communication entre l'opticien et l'ophtalmologiste en cas de changement de correction ? Madame Le Fur, Monsieur Camacho ? Non, il n'a pas été listé tous les modes de communication. Il a été évoqué, bien sûr, d'avoir un échange dès que le dossier optique partagé serait en place. Pour l'instant, il ne l'est pas. Après, tous les modes de communication sont bons, le téléphone, le fax, tous les moyens de communication sont à prendre. Monsieur Camacho, est-ce que vous pensez que les opticiens sont suffisamment au courant de ces nouvelles recommandations ? Clairement, aujourd'hui, oui. Oui sur la possibilité du décret. Oui, sur les recommandations, j'ai la chance d'être en liaison avec 1300 opticiens et 1300 magasins qui me posent des questions sur cette application, mais les 1300 ont bien conscience de ces recommandations et du décret et de la manière dont ils peuvent participer à faire que les files d'attente diminuent dans les cabinets. Donc vous parlez de tous vos adhérents. Comment ont-ils accueilli ces recommandations ? Ils ont pensé qu'elles allaient dans le juste chemin ? Dans l'ensemble, plutôt positivement, en donnant un cadre. Et forcément, quand quelque chose a un cadre, c'est beaucoup plus facile à appliquer. Donc je pense que c'est un gage de sérénité pour l'application du décret. Et du côté des ophtalmologistes, est-ce que ces recommandations sont bien appliquées et elles sont connues ? Alors, ces recommandations, évidemment, ont été très bien accueillies. Elles sont forcément bien appliquées puisqu'elles correspondent à notre exercice quotidien. Oui, de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose finalement. Ça Absolument. a juste acté ce que vous faisiez au quotidien déjà. Exactement. Et du côté des consommateurs, Madame Tellier, des porteurs de lunettes, est-ce qu'ils savent que ces recommandations existent ? Parce que on a parlé de la notoriété du décret qui autorise à renouveler, mais est-ce qu'ils savent que l'opticien doit quand même les renvoyer chez l'ophtalmologiste dans les cas que j'ai cités précédemment ? Malheureusement, je pense que non. C'est vraiment, il y a un manque d'information du niveau des patients et des consommateurs d'une façon générale. Je pense vraiment qu'il y a un effort à faire de ce côté-là et surtout ça permettrait que les délais d'attente soient moins importants et il faudrait vraiment qu'il y ait une action comment ? Une action de communication, une action de communication, tout à fait. De santé, je pense. Tout à fait. Moi, c'est vrai qu'on les avait invités, mais pour des raisons de planning, ils ne pouvaient pas être présents sur ce plateau. Alors, quand on reprend les données de votre observatoire bien vu Galiléo, Monsieur Kassab, les porteurs font plutôt confiance à leur opticien, en tout cas pour pratiquer les examens de vue dans le cadre de la réforme. Est-ce que vous pouvez nous détailler vos résultats ? Oui, enfin, la question, quel est votre degré de confiance dans les compétences de l'opticien pour pratiquer des examens visuels ? C'était ainsi que la question était posée.
On en a 24% qui disent tout à fait confiants, qui sont tout à fait confiants, et 52% qui sont plutôt confiants. Donc ça veut dire 75% des Français, enfin des porteurs de lunettes, font confiance à leur opticien pour pratiquer des examens visuels. Et ce qu'on voit, c'est que les opticiens qui ont déjà commencé à faire contrôler la vue à leurs clients, on va parler de patients ici, à leurs clients, ont un taux de confiance qui est bien plus important. Donc on peut le prendre de deux façons. Ou est-ce qu'effectivement ce sont des opticiens plus compétents, donc leurs clients leur font plus confiance, ou est-ce que le fait d'avoir tout simplement fait pratiquer pour une fois rassure le consommateur final et amène à une amélioration du taux de confiance? Dans tous les cas, la pratique de cette activité et le bon exercice améliore la relation consommateur-opticien. Alors, si on parle un peu business, est-ce qu'on peut estimer que la pratique de la réfraction, de l'examen de vue, est une opportunité de développement pour les opticiens ? Évidemment, parce que déjà ça engrange de la fidélité. On l'a vu dans la confiance. Et un client revient lorsqu'il a confiance en son prestataire, son fournisseur. Donc on voit bien qu'il a confiance. Mais surtout, la population de porteurs de lunettes qui ont bénéficié effectivement de ce service a une fréquence de renouvellement moyenne qui est bien plus forte que les autres. 2,5 ans contre 3,1 ans ou 3,2 ans pour des populations soit qui ne connaissent pas, soit qui ne veulent pas. Donc on gagne quand même 6 mois de fréquence de renouvellement, ce qui est significatif. Par contre, je rejoins les personnes qui sont à droite et à gauche, qui indiquaient effectivement, pour l'instant on ne le voit pas, ça ne correspond qu'à 29% des clients encore. Donc ce passage à l'acte. 29%, ça veut dire que 71% sont dans les autres catégories, mais lorsqu'elle est pratiquée, cette activité, elle amène pour l'opticien indiscutablement une fidélisation et une fréquence de renouvellement qui est plus serrée. Est-ce que ça peut se chiffrer en termes de CA, en termes de progression de CA ? Je sais que je vous pose une question difficile. Faudrait modaliser ça, et puis tous les consommateurs ne viendraient pas forcément plus souvent, mais en tout cas, le fait, lorsqu'on le peut, d'éviter à avoir un délai d'attente de 6 mois, de 7 mois, lorsqu'on le peut, effectivement, ça amène une récurrence et des affaires qui vont se déclencher plus vite, donc un impact économique évident. Et donc ça permet aussi de faire de la prévention. Ouais. Et ça permet aussi de faire de la prévention, ça je ne sais pas, je crois que le passage chez l'ophtalmo pour ça est important. Je pense que le passage chez l'ophtalmo, il apporte justement ça, mais en tout cas, ça permet d'améliorer la fréquence de renouvellement, d'améliorer la qualité visuelle des Français, c'est aussi important. Je crois que vous avez dit quelque chose, et nous on le dit beaucoup à Galileo, c'est que les opticiens doivent se positionner comme acteurs de la santé visuelle, c'est-à-dire communiquer dans la mesure du possible auprès de leurs clients, mais aussi communiquer auprès de leurs prescripteurs, de savoir adresser une offre. Après tout, c'est à eux de se positionner, malgré tout. C'est aux opticiens de faire ce travail de convaincre et de démocratiser effectivement cette activité. Il faut le faire. Nous, ça fait longtemps effectivement qu'on le dit. Et donc, c'est un travail main dans la main en soutien au relais de l'ophtalmologiste qui apportera une meilleure activité économique, mais surtout une meilleure santé visuelle pour les Français. Et c'est vrai qu'aux yeux du grand public, ça valorise aussi le métier, ça montre son côté professionnel, technique. Il y a aussi cet aspect-là qui est important, je crois. Indiscutablement, lorsqu'effectivement on voit des ventes sur Internet se développer, lorsqu'on voit aussi l'arrivée des low cost, c'est une réponse aussi au marché, en tout cas aux consommateurs, de lui apporter des nouveaux repères, des repères de professionnels de santé visuelle, effectivement. Madame Tellier, par rapport à ces examens de vue chez l'opticien, est-ce que vous pensez que les opticiens peuvent facturer cet examen ? Comment le prendraient les consommateurs, les porteurs de lunettes ? Je pense que ils n'ont pas l'habitude en fait d'aller chez l'opticien et de se voir facturer un examen s'il y a un examen de réfraction. Donc je peux pas savoir, je peux pas vous dire ce qu'ils en tireraient, mais je pense que il faudrait vraiment que l'examen soit gratuit comme c'est prévu, et à ce moment-là, il y aura pas du tout de difficulté. Monsieur Cassab, qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité de facturer l'examen de vue ? Vous pensez que c'est une bonne chose ou pas ? Ça, c'est une question de choix de business pour l'opticien. Parce que c'est une question que se posent souvent les opticiens dans notre forum de discussion, ils en parlent. Donc il y en a certains effectivement qui le facturent.
Et en fait, c'est à déduire de la facture finale si le porteur de lunettes achète son équipement dans le magasin. C'est histoire de valoriser l'acte, en fait. Moi, je pense que les différentes positions, on va étudier d'ailleurs l'année prochaine l'élasticité justement du consommateur au prix. Mais c'est un choix d'activité. Vous allez avoir des opticiens qui vont effectivement investir dans cette compétence de manière à faire revenir plus souvent leurs clients. Je pense qu'ils y seront quand même gagnants parce qu'ils peuvent vendre régulièrement de l'équipement et puis valoriser un peu leur service. Alors que quand vous avez l'impression de payer, finalement, même lorsque vous payez 20 € ou 30 €, c'est peu par rapport à la valeur du service qui est apporté, à mon sens. Moi, j'encouragerais plutôt les modèles économiques qui consistent à bâtir une expertise en santé visuelle basée sur un coût zéro pour l'examen pour développer la fidélisation. Maintenant, il y a d'autres modèles économiques. Chaque entrepreneur se positionne comme il veut par rapport à ça. Monsieur Camacho, vous pensez aussi qu'il faut un coût zéro pour le porteur de lunettes ? Alors déjà, sur un examen de vue ou un contrôle de réfraction, ça prend entre un quart d'heure et 20 minutes à l'opticien. Après, c'est comment on absorbe ce coût. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, quand on écoute le consommateur, il n'est pas prêt à payer plus. Voilà, donc je pense que selon la situation géographique, selon l'intensité, les formules où l'acte est valorisé puis déduit s'appliquent et fonctionnent. Les situations où l'acte est offert d'emblée, ça fonctionne aussi. Je pense qu'on a véritablement besoin d'études, de faire monter en puissance l'application de ce décret et ensuite trouver la meilleure formule aux yeux du consommateur et aux yeux de la filière. Et docteur Le Fur, est-ce que vous avez votre opinion sur cette possibilité de facturer l'examen de vue qui ne peut pas être prise en charge par la sécurité sociale d'ailleurs, dans le cas d'un examen de vue chez l'opticien? Je pense un petit peu comme Madame Tellier, c'est-à-dire que je vois difficilement le consommateur accepter de payer un examen de vue comme a signalé Monsieur Kassab, 30 €. La consultation chez l'ophtalmologiste secteur 1 est à 28 €. Il n'y en a pas beaucoup en secteur 1. Il y en a quand même. Et elle est à 28 €. Donc, c'est pas le même service. Et donc, je dirais que exactement comme Madame Tellier. Merci docteur. Donc on a vu Monsieur Kassab, les arguments de Monsieur Kassab montrent que c'est très valorisant pour l'opticien à tous les niveaux de pratiquer l'examen de vue. Comment les encourager à le faire? Comment encourager les opticiens à faire de la réfraction? Je pense que les données par Monsieur Kassab sont excellentes, c'est-à-dire qu'on montre que finalement la pratique de l'examen de vue, ça apporte une fidélisation des clients. Fidélisation des clients parce que finalement c'est l'opticien qui fait la différence dans son point de vente. Donc ça, je pense que cette communication est importante. Alors ensuite, comment inciter les opticiens ou engager les opticiens? Je pense qu'aujourd'hui, le décret porte à 3 ans la possibilité de renouvellement ou de l'ordonnance. On pourrait très bien envisager ce délai augmenté à 5 ans, voire plus sur certaines populations. Je crois qu'il y a des débats en ce moment à l'Assemblée nationale sur cette question. Il y a des débats, effectivement. On verra ce qu'il en sortira. Très bien. Donc merci beaucoup messieurs, dames d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir éclairé nos opticiens sur le bilan de la réforme de 2007 et sur la teneur des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc je vous rappelle que même s'il s'agit de recommandations, c'est extrêmement important de les respecter puisque elles ont la même valeur que les données acquises de la science et donc ont un poids auprès d'un juge en cas d'éventuel litige. Je vous invite à les consulter sur Acuité dans notre news du 15 avril 2011. Elles sont également disponibles sur le site de la Haute Autorité de Santé où vous trouverez le document que vous pouvez distribuer à vos clients pour faire connaître les possibilités de renouveler leurs lunettes dans leur magasin. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve demain à 14h30 pour parler d'humanitaire. Merci à tous.